La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bliesbruck. Je suis en compagnie du maire Jean-Luc Lutz. Bonjour monsieur Lutz. Bonjour. Je vais commencer par une petite interrogation. Vous êtes plutôt Bliespontin ou Bliesbruckois? Nous, on est Bliespontin, vu que nous avons un pont. C'est fameux, oui, évidemment. Et ça fait peut-être mieux que Bliesbruckois. Voilà, donc Bliespontin, comme Bliespontin ça. et Bliespontide, faut pas les oublier. On va surtout pas les oublier, d'autant qu'elles nous écoutent. Je le sais. À Bliesbruck, vous avez un pont, mais vous avez aussi différents lieux-dits. Qu'est-ce que c'est cette histoire de petit côté et de grand côté? Le petit côté, c'est le seul endroit où la Bliese est française des deux côtés. Et le berceau du village était le petit côté. À l'époque du 10e, 11e siècle, il y avait déjà une église. Et Bliesbruck est reconnu comme paroisse déjà au 12e. Et tout se passait au petit côté. D'ailleurs, une fouille a été orchestrée sur l'ancienne place de l'église et on a trouvé des vestiges qui dataient du 10e siècle. Plusieurs églises successives se sont construites à cet endroit. L'avant-dernière, celle qui a été détruite pendant la guerre, elle a été construite en 1773-1774. Et c'est une partie de celle-là qui a été fouillée, surtout le chœur. Et dans le chœur, on a trouvé les vestiges des églises auparavant. Et surtout qu'on a trouvé un caveau qui renfermait, qui était au cœur du chœur, au milieu du chœur, avec 8 squelettes. Et c'est certainement les squelettes de la famille des Bruck, qui étaient les sires de Bliesbruck jusqu'au XVe siècle. D'accord, donc là on arrive à retracer une histoire quand même qui s'étale sur plusieurs siècles. Enfin, l'histoire de Bliesbruck est même plus ancienne. On sait qu'il y a les vestiges des thermes qui ont grosso modo 2000 ans et qu'on peut retrouver au parc archéologique que vous partagez avec la ville allemande de Rheinheim. C'est sûr que maintenant, en ce qui concerne le site archéologique, il est beaucoup plus ancien. D'ailleurs, 2000 ans, c'est l'époque romaine. Mais ce site archéologique existait déjà à l'époque celte. Je rappellerai que la princesse celte, qui a été découverte sur Rheinheim en 1954, date de 4 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est l'un des trésors les plus importants de l'Est de l'Europe concernant les Celtes. Voilà. Et après, par la suite, comme tout le monde le sait, c'est-à-dire que les Romains, quand ils sont installés en Gaule, ils sont développés dans les villages et les villes qui existaient déjà. Et c'est là que le site archéologique derrière s'est développé et qui a atteint, d'après les archéologues, une population d'entre 3 et 4 000 habitants. Et je reviendrai un peu sur Bliesbruck, mais on n'a jamais réussi à faire la parallèle entre le site archéologique et la commune de Bliesbruck directement. Parce que le berceau de notre village, c'était au petit côté, et le petit côté, de l'autre côté du pont, est quand même à presque 1 kilomètre du site archéologique. Et ce qu'on sait, c'est que ce site archéologique existait, et on parle encore de site archéologique, les historiens en parlent, il y avait encore des vestiges très visibles jusqu'au XVIe siècle. Il y a aussi votre colline, la Hermeskapelle. Quand on va vers Sarreguemines, on s'en rend pas forcément compte, mais il suffit de tourner, et là on voit bien qu'on plonge en fait vers Bliesbruck. Effectivement, c'est-à-dire que la descente de la Hermeskapelle et la Hermeskapelle est pourquoi ça s'appelle Hermeskapelle? Ça s'appelle Hermeskapelle à cause du dieu Hermès. Et il y avait une chapelle. Il faut savoir que la route romaine ne passait pas à la Hermeskapelle directement, passait au-delà, c'est-à-dire à 400 mètres du carrefour vers Wieswiller. Et cette chapelle se situe à peu près à 200 mètres de cette ancienne voie romaine. Et cette voie romaine a été, vu qu'il y avait des côtes importantes, a été au XVIIIe siècle, a été modifiée, et c'est pour ça qu'on passe maintenant, au lieu de passer derrière le Visin, on passe maintenant devant le Visin. C'était pour éviter les côtes. Et c'est là que le hameau de la Hermeskapelle, sur le carrefour, s'est développé à l'époque. Il y avait un restaurant, etc., qui existait au siècle dernier, voilà, encore. On le voit, vous êtes un passionné d'histoire, vous maîtrisez bien le sujet. Je vous propose d'aller dans l'histoire un peu plus récente, l'histoire tragique du XXe siècle avec la
la Deuxième Guerre mondiale qui a fait des ravages énormes à Bliesbruck. Et il y a une histoire dans les années 40 avec un village, une commune qui se trouve près de Lyon qui s'appelle Millery. Vous pouvez nous parler de ce partenariat bien particulier? Bliesbruck, il y a eu deux évacuations. Ce qu'on oublie souvent, Bliesbruck a fait l'objet de deux évacuations. Une évacuation qui était plus ou moins organisée, c'était en 1939, où toute la région a été évacuée. Et les autorités étaient encore imposées cette évacuation. Mais ce qui s'est passé lorsque les Américains ont libéré le village en décembre 1944, ils se sont installés dans le village jusque la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, suite à la bataille des Ardennes, et l'armée de Patton a dû faire un mouvement et a dû renforcer ce secteur à Bastogne. Et c'est la journée du 24, le 24 à Noël, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la messe de minuit, les gens du village sont partis d'eux-mêmes. Vu que les Américains se sont retirés, les gens du village sont partis, ont monté la Hermeskapelle et sont allés se réfugier dans le Drôme et Elsace, et ils sont allés dans les familles qu'ils avaient dans ce secteur-là et aux alentours de Bliesbruck. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce que cette évacuation a duré presque 4 mois, oui. Et lorsqu'il y a eu la déclaration de l'attaque de Nordwind qui s'est déclenchée à Nouvel An de l'année 45, de la nuit de Saint-Sylvestre 1944, donc la veille du 1er janvier 45, il y a eu des combats énormes dans nos secteurs. C'est pour ça que Gitterkirchen, Erchin, Riemlin ont beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de morts parce que eux ne sont pas partis. Et sur Bliesbruck, tout le monde est parti. Donc ici, lorsqu'on est revenu en avril 45, après la guerre, la libération de Bliesbruck, c'était le 17 mars, lorsqu'on est revenu ici, le village était détruit à 90%, mais il n'y avait presque pas de victimes civiles. Et je crois qu'il y avait 3 personnes qui sont mortes, et encore, c'était pas des personnes du village, et il y a 3 personnes qui sont mortes parce que toute la population était partie. Maintenant, je reviens à cette affaire de Millery. Il y avait une association française, France Renaissance ou France Résistance, qui recherchait des villages sinistrés pour être secourus et aidés par des communes françaises. Et c'est là que Millery a choisi Bliesbruck. Ils ont choisi Bliesbruck, c'était en 46, début des années 46, et la première fois qu'ils sont venus à Bliesbruck, c'était en novembre 46, pour ramener les premiers besoins, par exemple du linge, des ustensiles de cuisine, tout ça chez nous avait disparu. Voilà. Et les gens habitaient encore dans les ruines, parce que les anciens se rappellent encore, mieux que moi certainement, que Bliesbruck était recouvert de baraquements. C'est-à-dire qu'on avait 2 grands baraquements, un baraquement au petit côté et un baraquement dans la zone de l'ancienne douane, où il y avait au moins à chaque fois 40-50 baraques. Et les gens, les familles habitaient dans ces baraques. Et sans eau courante, ils avaient quand même de l'électricité. On va venir dans une histoire encore plus récente, il y a 25 ans environ, en 1995. Vous avez été élu maire pour la première fois. C'est quoi la différence entre être maire en 1995 et en 2021 ? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire que la différence est que en 95, dans le fond, le maire, il maîtrisait plus d'éléments du village que en 2021. C'est-à-dire, on avait notre eau, notre assainissement. Par la suite, quand on voit, surtout dans les années 2000 à 2010, la commune avait plus de moyens, il y avait plus de dotations, ce qui n'existe plus. Et puis, je dirais même que il y a certaines contraintes administratives qui n'existaient pas non plus. Et qui, finalement, on dit toujours on va supprimer des choses, mais on supprime pas grand chose. Souvent, on rajoute une cuve. Merci, monsieur Lutz. Voilà. Très bien.